Ouais, c'est gentil. Oui, oui. Ça m'est arrivé il y a... Bonjour. Merci. Ça m'est arrivé, ça m'arrive souvent. Par contre, les guides, ça a super bien fonctionné. Oui. Formidablement bien organisé. Ouais. Elle a fait un topo, mais ouais, c'est bien. Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie d'être présents. On attend que les dernières personnes s'installent dans la salle. Merci d'avoir répondu nombreux à cet événement. Je suis Samuel Belot, je suis rédacteur en chef du Pop Science magazine que vous avez peut-être vu en haut dans le hall de l'auditorium. Je travaille pour l'Université de Lyon, j'y reviendrai. Je vous remercie. Alors, j'ai un peu de mal avec mon masque. Je vous prie de m'excuser. J'espère qu'il va tenir pendant toute la conférence. Merci à tous ceux qui répondent présents à cet événement et à ceux de la Fête de la Science en particulier et de manière générale, parce qu'en ces temps quelque peu troublés en termes sanitaires, bon là je pense qu'on y reviendra, socio-économique, écologique aussi, je pense que ça fait du bien de prendre le temps du débat, le temps de la médiation, le temps de la discussion et de l'éclairage scientifique. Et ces formes de médiation-là et de dialogue avec les publics entre sciences et société, on s'attache à le faire avec sérieux, à l'Université de Lyon donc, et ce qu'on fait avec Pop Science, mais aussi ce que fait le Musée des Confluences, et je le remercie particulièrement de nous avoir invités à animer cette belle conférence. En tout cas, j'espère qu'elle le sera. Le plateau l'est. Je vais vous présenter dans un instant. On va juste faire un petit point avant, parce qu'on va s'intéresser à une discipline qui est sous les feux des projecteurs, n'est-ce pas ? Les feux des projecteurs médiatiques, on y reviendra. Je pense que ça vous tient à cœur aussi. On va prendre le temps de parler d'infectiologie. Parce qu'il y a un an déjà, et oui, alors presque un an, 11 mois, joyeux pandémiversaire, presque Covid-19, Wuhan, en Chine, est identifié comme le foyer d'une contamination et de diffusion aussi d'un nouveau virus, rapidement identifié comme faisant partie de la grande famille des coronavirus, surnommé et dénommé SARS-CoV-2 ou Covid-19. La suite, on la connaît, l'épidémie qui se déploie, qui frappe à la porte de tous les continents. Le déni, dans un premier temps, côté européen, on se souvient de la grippette, on se souvient surtout après du message de nos scientifiques, on se souvient des études qui finissent par être écoutées, entendues, organisées en conseil scientifique sur lequel on reviendra, et qui ont l'oreille des gouvernements de nombreux pays. Malgré tout, la Covid-19 tue, la panique se généralise un peu, n'est-ce pas ? La première vague fait exploser nos hôpitaux, nos services de réa, en tout cas ne nous aide pas à bien la combattre. On est obligé de confiner dans de très nombreuses régions, c'est vraiment compliqué. Et à l'échelle mondiale, le confinement généralisé a malgré tout permis de ralentir dans un premier temps la propagation virale. Bon, le monde d'après est sur toutes les lèvres à ce moment-là. Ça, c'était avant, parce que le retour des vacances a été un peu douloureux. Les restrictions se rallongent au même rythme que les files d'attente devant nos labos, devant les tentes de test aussi, et aussi dans certains services hospitaliers. Et la deuxième vague qui commence à former quelques rouleaux. Et cette semaine, c'est un c'est un grand cap symbolique qui a été franchi. Il y en a deux en fait. Le premier, c'est l'université Johns Hopkins qui le montre. Il y a le cap des 1 million de morts dans le monde en 11 mois de pandémie qui vient d'être franchi. C'est plus, vous me coupez si je me trompe, mais que sur la même période, les morts du sida ou de la malaria. On est quand même sur une pandémie qui tue. Et le troisième président populiste d'un grand pays vient d'être contaminé aussi par ce virus, malgré les tentatives de sape du travail scientifique qui était fait autour.
Et c'est symbolique. Je pense vraiment que ça dit beaucoup de choses. On y reviendra sûrement. Bon, pendant ce temps-là, heureusement, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à ces épiphénomènes trumpiens et qui bossent dans des labos, dans les hôpitaux, et qui ont vu évidemment leur courbe d'activité monter en flèche. Merci d'avoir pris le temps de venir avec nous. On va évoquer ensemble pendant cette conférence les spécificités, et c'est l'objet de la conférence, du site de recherche et universitaire lyonnais en infectiologie. On va parler crise sanitaire, on va parler coordination de la recherche, et on va aussi évoquer, on y passera un peu de temps, la place de la science dans la cité, à la lumière de ce qui s'est passé, et de l'intérêt d'une meilleure relation entre les médias, les citoyens, les politiques et les scientifiques. On le fera évidemment à la lumière de la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, avec 3 invités donc, que je remercie sincèrement de jouer le jeu du dialogue, de la pédagogie, du débat et de la médiation. Florence Ader, bonjour. Hop, le micro est en face de vous. Bonjour. Bonjour, vous Bonjour êtes tout le monde. médecin, vous me coupez si je me trompe, Ouais. ou si j'en oublie, parce que c'est possible. Médecin infectiologue aux Hospices civils de Lyon, vous êtes chercheuse au Centre international de recherche en infectiologie et enseignante à la faculté de médecine de l'université Claude Bernard Lyon 1. Mhm. C'est déjà super. Bruno Lina, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin virologue aux HCL aussi, Hospice civil de Lyon, chercheur au CIRI également, Centre international de recherche en infectiologie, et membre du conseil scientifique qui s'est formé autour de l'exécutif au moment de la crise sanitaire. Absolument. Je n'en oublie pas. Et Sylvain Bèze, enfin, bonjour. Bonjour. Alors au CIRI également, vous êtes directeur de l'unité de biologie des infections virales émergentes. Vous avez été particulièrement en première ligne et vous l'êtes sans doute encore sur l'épidémie d'Ebola. Plus sur les fièvres hémorragiques. Et les fièvres hémorragiques. Et est-ce que j'en oublie? Vous êtes sans doute enseignant aussi. Non, par contre, responsable du centre de référence des fièvres hémorragiques virales aussi. Voilà, merci de me compléter. On va commencer cette conférence avec une introduction qui nous a à tous paru intéressante. On en a parlé en préparant cette conférence, Florence Ader, avec un peu d'étymologie, parce qu'il est important que nous partions toutes et tous sur la même base de réflexion quand on parle d'infectiologie et de chaîne de fonctionnement de la recherche. Parce que si vous êtes infectiologue, vos éminents confrères ne le sont pas. Vous êtes épidémiologue, virologue. Bon, je pense qu'il faut qu'on fasse un petit point là-dessus. Qu'est-ce qu'un infectiologue? Qu'est-ce qu'un épidémiologiste? Qu'est-ce qu'un virologue? Et comment ça s'organise? Bon, alors, je parle sous le contrôle Bien sûr. de mes collègues. En gros, un infectiologue, actuellement, c'est un médecin qui s'est spécialisé dans les maladies infectieuses. Mais pendant longtemps, ça a été une discipline ce qui était une discipline complémentaire. Et donc, la plupart des infectiologues actifs actuellement sont des gens qui ont fait une formation médicale avec une autre discipline d'organes. Pour vous donner un exemple, moi, je suis pneumologue de formation. Et dans ma prime jeunesse, j'étais passionnée d'infectiologie, qui n'existait pas à l'époque. Et j'ai donc dû faire un diplôme d'études spécialisées complémentaires qui m'a donné le titre d'infectiologue. Et depuis 2017, notre discipline est devenue une discipline à part entière, l'infectiologie. Donc moi, je travaille dans un hôpital avec des lits d'hospitalisation. Mon job, c'est de prendre dans mon service des malades qui ont des patients qui ont des maladies infectieuses. Donc on a des patients qui sont suivis, par exemple, pour une infection chronique à VIH, pour une méningite, une pneumonie, une infection urinaire, voilà. Et on a tout le risque émergent sur le versant hospitalisation, sur le versant prise en charge, management au lit du patient, en charge. Voilà. Ah ben, c'est une bonne idée de laisser les autres répondre sur leur propre discipline scientifique. Bruno Lina. Avec Sylvain, on va partager beaucoup de choses, en fait. Donc, moi, je suis un médecin. Alors, j'ai commencé un cursus médical clinique pour ensuite basculer vers un cursus biologique. Donc, je suis dans un laboratoire. Je ne vois pas de patients, je vois des tubes à essai, pour faire simple. Alors, il m'arrive quand même de discuter de patients, mais je ne suis pas au lit du malade. Et en tant que responsable du laboratoire de virologie des Hospices civils de Lyon, en fait, on gère tout l'ensemble des pathologies virales des patients admis dans les Hospices civils de Lyon. Mais par rapport à ce que fait Florence, par exemple, moi, la bactériologie, j'y connais rien.
C'est pas mon domaine de compétence, donc je ne parle pas de bactéries, je ne parle que de virus, donc ce n'est qu'une partie des maladies infectieuses, et puis il y a la parasitologie en plus. Et en revanche, on couvre un éventail de pathologies extrêmement large, puisqu'on n'a qu'un seul laboratoire pour l'ensemble des hospices civils de Lyon. Ça nous fait donc le champ des infections chroniques, comme le VIH et les hépatites, et le champ des infections aiguës, comme potentiellement, de temps en temps, on est amené à travailler avec Sylvain sur Ebola, la grippe, les diarrhées, rotavirus, les infections respiratoires, les infections aussi qui sont les infections des immunodéprimés. Bref, on a un spectre très large qui fait que j'ai une équipe qui est très large aussi pour faire ça. Et pour l'épidémiologie, Sylvain Bèze? Alors, en fait, moi, je ne suis pas épidémiologiste, je suis chercheur en virologie et immunologie. Et du coup, moi, je ne suis pas médecin, donc je m'occupe vraiment de la recherche fondamentale et appliquée sur les virus, et notamment sur les virus de fièvre hémorragique virale, Ebola, Lassa. Donc très, très spécialisé. Justement, je n'ai pas une palette aussi large que mes collègues. Et du coup, voilà, j'ai une autre casquette qui est celle du diagnostic de ces infections aussi, puisqu'en fait, elles sont réalisées au sein d'un centre national de référence dont on s'occupe. Donc voilà, on développe des vaccins, on s'occupe de la physiopathologie. Voilà, c'est un petit peu, mais c'est très, très fondamental. Je pense que c'est bien de partir d'une bonne base de réflexion sur comment s'organise la recherche. On va essayer de rentrer un tout petit peu plus dans le détail. J'adresse cette question à vous, Brugnolina. On présente parfois Lyon comme un épicentre de la recherche en infectiologie. Est-ce vrai? Et qu'est-ce qui pourrait expliquer cette caractérisation dans l'histoire du site universitaire? Alors en fait, je ne vais pas vous dire que c'est faux, bien évidemment. Oui, c'est vrai, parce que Lyon a des atouts qui sont des atouts à la fois historiques et des atouts actuels. Les atouts historiques, c'est que dans le domaine de la maladie infectieuse, mais cette fois-ci, on peut même aller au-delà de la maladie infectieuse humaine, puisqu'il y a aussi la maladie infectieuse animale. On a toute la sphère autour de la famille Mérieux et de l'ensemble de ce qu'a développé la famille Mérieux sur Lyon, qui était très moteur en termes de connaissance des pathologies infectieuses, d'abord vétérinaires, et puis ensuite la bascule qui se fait vers les pathologies humaines avec la construction de l'Institut Mérieux et de l'ensemble de toutes ces activités. Donc on se rappelle les épisodes de vaccination rougeole, notamment au Brésil, qui étaient vraiment des événements fondateurs de la puissance, de la reconnaissance de Lyon en termes de plateforme pour les maladies infectieuses, et en particulier les maladies virales. Mais on voit bien que très rapidement, il a été identifié le fait que sur Lyon, de fait des compétences existantes et héritées, il y avait une logique à ce qu'il y ait un nombre significatif de centres nationaux de référence, et donc on en pilote 3 avec Sylvain, et il y en a 2 autres, donc ça fait déjà une part importante du nombre de centres nationaux de référence des maladies infectieuses qui sont sur Lyon. On a ce fameux CIRI, Centre international de recherche en infectiologie, qui regroupe aujourd'hui des forces importante. C'est plusieurs centaines de chercheurs qui travaillent dans la même structure autour d'un éventail très large de maladies infectieuses et en lien avec l'immunologie. Et puis, il y a la plateforme hospitalière où aussi on a, grâce au service de maladies infectieuses et grâce aux équipements, en fait, une lisibilité qui est excellente. C'est-à-dire c'est à la fois la qualité des individus, la qualité des structures et la qualité des outils qui font que, de fait, Lyon apparaît comme une place forte. Et cette place forte, elle s'est vraiment construite dans le temps. Et une de ces caractéristiques, alors je fais 2 petites parenthèses, on va tenir les micros un tout petit peu plus proches parce qu'avec les masques, a priori, ça bouge un peu le transfert de son. Et l'autre, c'est que cette conférence est enregistrée et diffusée en Facebook Live. Bonjour Facebook. Les internautes sont invités à commenter pour poser leurs questions. Et vous aussi, dans le public, il y aura un temps pour les questions à la fin. Questions que vous devrez poser à voix haute. Je vous remercierai de faire preuve d'éloquence et de forte voix, de questions courtes, et j'essaierai de m'en faire le porte-parole et de les retranscrire au micro. Voilà, parenthèse terminée. Je vous remercie. Pour continuer sur le site lyonnais, ce qui peut caractériser son excellence, entre guillemets, c'est peut-être le laboratoire P4 qui s'appelle... laboratoire Institut Mérieux, je crois qu'il porte le nom Mérieux. Jean Mérieux. Qu'est-ce que c'est que ce laboratoire P4? Il me semble qu'il y en a très peu dans le monde. Qu'est-ce qu'on y fait et qu'est-ce qui fait que c'est vraiment particulier en termes de recherche? Alors effectivement, on le doit à l'initiative de Charles Mérieux, qui avait eu la clairvoyance de construire ce laboratoire à l'époque où il y en avait vraiment très peu dans le monde. Il a été construit à la fin du XXe siècle, inauguré en 1999.
Et donc, effectivement, ce laboratoire sert à travailler sur des pathogènes qui nécessitent le plus haut degré de confinement, le niveau 4. Et effectivement, il y en a très peu dans le monde, il y en a quand même maintenant un certain nombre, mais en tout cas en France, c'est le seul laboratoire académique de ce type. Il y a des laboratoires un peu plus en région parisienne qui sont dédiés plutôt à la défense, mais en tout cas, c'est le seul académique pour l'instant en France. Et des pathogènes tels que le virus Ebola, le virus Lassa, fièvre de Crimée-Congo, voilà. Donc il imagine une forte sécurité, un fort caractère hermétique de cette structure et de son installation. Tout à fait. Le principe, c'est une boîte dans la boîte avec des dépressions successives qui font qu'un agent pathogène ne peut pas sortir, même s'il y avait une rupture de confinement à différents endroits. Et les personnes qui y travaillent sont en scaphandre avec une respiration indépendante. Je fais ça pour faire le lien avec le tout début de l'épidémie, parce qu'il me semble qu'il y a un laboratoire P4 à Wuhan, où on avait entendu que potentiellement ça aurait pu être sorti de ce laboratoire, mais on imagine bien que c'est, je pose la question, impossible ou pas? J'ai aucune idée, j'ai pas la réponse. À mon sens, le coronavirus ne se travaille pas en laboratoire P4, mais en laboratoire P3. Donc je ne sais pas si en Chine il est travaillé en P4, mais enfin en tout cas en France il est travaillé en P3 et pas en P4. Merci. Maintenant qu'on a à peu près brassé le territoire lyonnais, la manière dont il est organisé en termes de recherche fondamentale et de recherche en phase clinique, dans le cadre de la crise sanitaire, on va se replonger au tout début de l'année. Florence Adair, comment est-ce que vous avez été, comment ça se passe? Comment est-ce que vous avez été sollicité? Quels étaient les premiers signaux d'alerte qui vous ont dit en tant que chercheuse, bon, là, il va falloir qu'on agisse, qu'on fasse quelque chose. Par qui vous avez été alerté, sollicité, à quel moment? Alors, initialement, on a eu des informations relativement parcellaires, on va dire, tout le mois de janvier. Et on était un peu dans le flou, donc on lisait tous les dépêches. Je pense qu'à ce moment-là, on était en éveil, mais pas sur nos gardes, on va dire, mais pas nécessairement en alerte. C'est quand les premiers cas italiens sont apparus, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, dans le service, en termes d'organisation opérationnelle, que là, on a compris qu'on était dans une dynamique exponentielle et qu'on allait être impacté. À ce moment-là, nous, clairement, on a un rôle extrêmement opérationnel puisque c'est un service d'hospitalisation d'une 50aine de lits. Donc l'idée, c'est de préparer la structure à l'accueil de patients en temps réel. Et donc c'est ce qui a dominé, on va dire, la première partie de mon implication dans cette crise. Et en même temps qu'il a fallu s'occuper de ça et de se préparer, et la séquence temps a été extrêmement courte de préparation, puisque une fois que l'Italie a été touchée, on savait que le temps nous était compté. Un certain nombre de structures de recherche qui sont dédiées aux risques émergents, et notamment la structure qui s'appelle Reacting, qui est une structure pilotée par l'INSERM, a contacté un certain nombre de personnes qui étaient volontaires pour s'investir dans des projets de recherche de grande envergure sur une séquence temps extrêmement courte. En gros, ça voulait dire organiser le service le jour et écrire les protocoles la nuit et travailler incessamment pour organiser la recherche et organiser le fait de pouvoir monter des essais interventionnels le plus rapidement possible, avec une amorce de fonds donnée par l'État et la guidance de l'OMS pour savoir avec quelles molécules on allait travailler. Et donc, Yazdan Pana, qui pilote Reacting, a contacté un certain nombre d'entre nous. Yazdan Pana est le chef de service de la maladie infectieuse, du service de maladies infectieuses à Bichat. Oui. Et il pilote Reacting. Et il a appelé certains d'entre nous, parce qu'on se connaît, parce qu'on travaille ensemble depuis très longtemps, parce que, voilà, Yazdan, il était interne quand j'étais interne, on a travaillé ensemble et tout. Et l'idée, c'était qu'il y ait un certain nombre de personnes qui disent, bah, OK, on y va, quoi. On y va. Et donc, on a été impactés. On a travaillé jour et nuit dans le service. Et quand j'avais du temps, j'écrivais le protocole en collaboration avec une équipe très restreinte de l'INSERM et pour avancer. Voilà, donc somme toute quelque chose encore d'assez, on va dire, artisanal, mais... Alors justement, ça c'était les moyens et les guidelines. Quels étaient les savoirs à votre disposition? Je ne sais pas si Bruno Lina, vous voulez répondre.
Je pense qu'on part de là. Les moyens médicaux à votre disposition, dont vous saviez qu'à partir des premières analyses qui avaient pu être faites, je ne sais pas, en Chine ou les premières en Italie, comment est-ce qu'on traite les premiers cas à partir du peu de savoir qu'on avait à ce moment-là? Alors en fait, le savoir initial était essentiellement tourné autour du diagnostic, peu au niveau du traitement. Le traitement était très empirique. Et le traitement, on l'a appris un petit peu au fil de l'eau, en gérant les patients, en voyant les échecs et les succès, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une prise en charge, je pense que Florence le décrirait encore mieux que moi, qui est aujourd'hui très optimisée par rapport à ce qu'elle était au début. L'information qu'on a eue très tôt, c'est grâce à un partage d'informations, je dirais pratiquement en ligne directe, c'est l'information sur la séquence du virus. Oui, ça, on l'a eu très précocement. Je crois que la séquence a été déposée le 7 janvier, ce qui veut dire que le monde entier connaissait ce virus le 7 janvier, à partir de données générées par les Chinois, par les équipes de Wuhan. Et à partir de là, on peut utiliser des outils moléculaires, qui sont des outils modernes, qui nous permettent d'avoir des outils de diagnostic. Donc c'est très important, parce que ça nous permet de ne pas avoir d'errance diagnostique comme on a pu l'avoir avec la première crise du SARS en 2003, où il a fallu très longtemps pour identifier le pathogène, et on a identifié le pathogène avec des techniques ancestrales, puisque c'est la culture qui avait permis à l'époque. Là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a des outils extrêmement performants qui nous font de la séquence. Et on a aujourd'hui 100 000 séquences de génome entier de virus disponibles en ligne et que tout le monde peut consulter. Et ça nous a permis d'avoir des moyens de diagnostic et surtout de porter des diagnostics précis, de positifs et négatifs, de dire, quand on a géré ensemble ce qu'on a appelé le cluster de Contamine, qui était donc ces quelques cas en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, exactement, à Contamine donc, eh bien, on avait un certain nombre de personnes qui ont été testées, et parmi elles, on savait très bien quelles étaient celles qui étaient effectivement infectées et celles qui ne l'étaient pas. Donc, parce qu'on avait un outil qui nous permettait de dire « vous êtes infecté », mais il nous permettait aussi de dire « vous ne l'êtes pas ». Donc, vous n'êtes pas à risque et on peut vous libérer en quelque sorte. Et ça a été mis en place très tôt, avec une montée en charge qui finalement, en termes de diagnostic, s'est fait assez lentement. Vous savez que c'est une des critiques qui a été dite, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une capacité de basculer vers une production quasi industrielle du diagnostic précocement. Mais il faut bien comprendre que quand moi je repris un petit peu pour cette journée mes mails de janvier et de février, eh bien jusqu'à fin février, jusqu'au 26-27 février, la situation française était parfaitement maîtrisée. Parfaitement maîtrisée. Notamment avec ce cluster des Contamines qui a été rapidement... Il y a le cluster des Contamines, il y a le cluster de Creil, qui était aussi en Savoie, qui a été maîtrisé. Et en fait, ce qui nous a fait basculer dans l'épidémie, c'est les deux événements qui étaient Crépy-en-Valois, dans l'Oise, et Mulhouse. Et à partir de là, on est parti dans une dynamique épidémique, comme le disait Florence, qui ressemble à ce qui a été observé en Italie, mais qui n'est pas arrivé dans d'autres pays, comme par exemple en Allemagne. Et qui, avec les mesures de confinement, s'est régionalisé malgré tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Crépy-en-Valois, c'est resté très local, mais on a identifié, alors j'utilisais des mots un peu compliqués, mais c'était une circulation cryptique du virus, c'est-à-dire silencieuse, ce que l'on ne voyait pas. Et cette circulation, elle a eu lieu pratiquement pendant presque 3 semaines avant qu'on l'identifie. Et on ne l'a identifié que parce qu'il y a un médecin qui prenait en charge des cas qui est mort de cette infection. Et ça a été pour nous la découverte du cluster. Et si vous comprenez que c'était à l'époque, alors tout le monde comprend maintenant, une pathologie qui avait un petit R0 de 3, c'est-à-dire qu'un patient en infecte 3, et que le temps de génération était de 3 jours, c'est-à-dire que ça survenait ça tous les 3 jours, et quand vous voyez qu'on a identifié ce début d'épidémie presque 20 jours après le début de la circulation, vous voyez le nombre de générations qu'il y a eu. Donc on était sur des centaines et des centaines de cas qui étaient totalement passés sous les radars. Parce que c'était des jeunes, et que peu d'entre eux avaient des manifestations cliniques, et qu'on était sur la fin de la circulation du virus de la grippe. Et à partir de là, retrouver un patient zéro est impossible. On en a entendu parler tellement longtemps de ce patient zéro, sauf que dès Crépy-en-Valois, c'était plus possible en fait. Autant c'est parti. Voilà, c'était trop tard. C'était trop tard. Et à Mulhouse, c'est pareil. L'épisode de Mulhouse, c'était en fait des centaines de patients zéro. C'est pour ça que nous, on a
vraiment compris qu'on allait être impacté très fort, parce qu'il se passait exactement la même chose qui se passait en Italie, en fait. À partir du moment où il y a plusieurs clusters, ces clusters démarrent de façon silencieuse, et à un moment, c'est une phase exponentielle qu'on ne peut plus arrêter. On va continuer parce qu'on était dans cette première phase de découverte ou d'émergence, on va dire, de ce virus dans nos contrées, n'est-ce pas? Il y a un conseil scientifique donc, Alors, j'ai d'abord une question. Comment il s'est organisé? Sur demande de qui? À quel moment? Comment vous avez été nommé? Quel était votre premier rôle? Parce que je rappelle que Bruno Hunin est membre de ce comité scientifique. Alors, le conseil scientifique est quelque chose qui s'est monté en 2 temps. Premièrement, le président de la République, qui connaît Jean-François Delfraissy, parce que Jean-François Delfraissy est le patron du comité national d'éthique, avec qui il interagit assez régulièrement, l'a sollicité en disant « J'aimerais avoir un groupe d'une 20aine de chercheurs, plus quelques académiques, plus quelques industriels, qui viennent à l'Élysée pour expliquer un petit peu la situation et comment ils ont commencé à enclencher l'ensemble du travail qu'ils ont fait sur le coronavirus. » Et en fait, le 3 avril a eu lieu une réunion à l'Élysée où on était de toute façon, il y a des photos, vous pouvez voir, c'était dans je ne sais plus trop quelle revue. On était une quarantaine autour de la table. Et où on a fait pendant 2 heures, 2 heures et demie, un tour de table général de qui sont les différents acteurs, etc. Et à la suite de cette réunion, l'Élysée, et en particulier Emmanuel Macron, a recontacté Jean-François Delfraissy en disant « J'ai besoin d'un conseil scientifique. Il faut l'organiser avec Olivier Véran, qui était déjà le nouveau ministre de la Santé, et en lien avec le Premier ministre de l'époque. » Et donc, Olivier Véran et puis Jean-François Delfraissy, en lien avec le cabinet du Premier ministre et le cabinet de l'Élysée, ont fait une liste d'une dizaine de noms, à peu près, qui a circulé un tout petit peu. C'était des noms qui étaient dans des domaines très différents. Et bon, il y a un virologue, mais il y a des infectiologues, il y a des réanimateurs, il y a des sciences humaines et sociales. Très tôt, on a mis tout un aéropage de compétences autour de la table. Il y a des anthropologues. Il y a vraiment. C'est important de le dire, ça, je trouve. Ben oui, c'était pas que des scientifiques de sciences dures, entre guillemets, mais il y a aussi de la science humaine et sociale et de la science politique aussi, puisqu'il y a un représentant, quelqu'un qui est un enseignant en Sciences Po. Et puis, il y a un médecin généraliste. Et il y a Télé Carmonde. Donc, vous voyez, c'est vraiment... et on s'est retrouvés donc, pour les premières réunions. La toute première réunion... Alors, vous ne m'en voudrez pas si je me trompe d'un jour ou deux, mais c'était le 10 mars, avec la mise en place officielle du comité scientifique par Olivier Véran au cours d'une conférence de presse qui a lieu au ministère de la Santé. Et à partir de là, on s'est réunis tous les jours, jusqu'à la fin du mois de juillet, entre 2 et 4 heures par jour, et de façon à produire des documents, apporter des réponses, regarder ce qui se passe, et continuer à avoir la vie normale aussi, puisqu'il fallait qu'on continue à faire tourner le laboratoire, les équipes de recherche, etc. Et donc, je crois que Jean-François Delfraissy a dit qu'au total, on a fait, actuellement, on est à un peu plus de 200 réunions depuis l'installation, avec à chaque fois un certain nombre de contrats qui ont été passés entre le conseil scientifique et l'exécutif. C'est-à-dire, c'est une structure qui doit s'arrêter. Donc le conseil scientifique a une durée de vie et il doit s'arrêter à un moment donné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une structure sans moyens. Il n'y a pas un sou. C'est sur notre temps et il n'y a pas d'accompagnement, de secrétariat, de quoi que ce soit. Il n'y a rien du tout. La troisième chose, c'est qu'on est totalement indépendant du politique. On a les volontés, on a les initiatives que l'on prend, et on répond à des questions du politique, mais on peut se saisir nous-mêmes pour poser des questions. 3, tous nos avis seront publics. Tout ce qu'on produit en document est public. Et on essaye que ce soit public le plus rapidement possible. C'est là où on a du mal.
Et on a essayé de monter comme ça cette relation très étroite entre l'exécutif qu'on avait en ligne directe, c'est-à-dire qu'on avait des conversations avec l'Élysée, on avait des conversations avec les premiers ministres et le ministre de la Santé, en direct, sans filtre. Et comme on n'avait pas de lien de subordination, on a encore une parole qui est extrêmement libre. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on pense, et sans phare, et sans filtre non plus. Et pour eux, c'est extrêmement riche. Alors, ce n'est pas toujours très facile à entendre pour eux, mais c'est extrêmement riche, et on essaye de faire bouger des lignes. Et c'est vrai qu'on a globalement le sentiment que les avis qu'on a pu émettre étaient plutôt suivis. Et on a eu l'impression d'avoir avoir eu un certain impact. Une fois édictés ces avis du Conseil scientifique, parce qu'il s'agit bien d'avis, oui. D'accord, et d'études, pour quelque part, vous produisiez des études via le comité ou pas? Non. Le comité scientifique, le Conseil scientifique fait un conseil de science. Ouais. On est basé sur la science et on fait un conseil. Toutes les décisions sont des décisions politiques de l'exécutif. Nous ne prenons aucune décision. Nous expliquons ce que nous pensons qu'il est nécessaire de faire, mais nous ne prenons aucune décision. C'est le politique qui fait son choix. Et il est arrivé, pas très souvent, mais il est arrivé que le politique prenne une décision qui ne soit pas celle que conseillait le Conseil scientifique. Ce qui est, pour nous, tout à fait légitime. On n'a pas le sentiment d'être pris en défaut parce qu'on n'a pas suivi notre avis. Et vous savez que, parce que c'est la chose qui a été la plus marquante, à la sortie du confinement, le Conseil scientifique avait proposé de maintenir les écoles fermées, ce que l'exécutif n'a pas voulu faire. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Suspense. non, mais tout à fait. On comprend bien ce rôle parce qu'une fois édictés ces avis-là et la décision politique prise derrière, la phase clinique de combat contre le coronavirus s'organise. Juste de manière très générale, Sylvain Bèze, comment est-ce qu'on organise à partir de l'émergence d'une telle maladie, un tel virus, comment est-ce qu'on organise la partie traitement? C'est-à-dire que, on a une maladie, vous avez aussi l'expérience d'Ebola et d'autres fièvres hémorragiques aussi qui peuvent peut-être nous aider à comprendre ça. On a des molécules qu'on connaît, tout un tas de molécules dans notre stock scientifique, on va appeler ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on se dise on va tester celle-ci, pas celle-ci, et on va bien voir comment ça marche et comment on s'organise? Ça passe par où? Par quelle phase? Alors effectivement, donc déjà le traitement de ce type de pathologie, et je parle sous le contrôle de Bruno et Florence, on joue sur deux aspects. Le premier, c'est on essaye de contrôler l'agent étiologique, c'est-à-dire de casser la réplication virale avec des antiviraux qui sont spécifiques de l'agent. Et l'autre prise en charge, bien sûr, c'est symptomatique. On traite les symptômes du patient pour essayer de l'aider à passer le cap. Pour ce qui concerne donc le traitement étiologique, donc la lutte contre le virus, là, on dispose de molécules qui sont connues, dont on va essayer de repositionner ces molécules sur un virus qui est inconnu. Donc c'est d'où les essais cliniques qui sont menés. Donc il y a plusieurs molécules antivirales qui étaient connues, qui ont été testées. Et donc voilà, c'est un peu ça. On part sur des mécanismes qui sont généraux, c'est-à-dire qu'un virus ARN a des mécanismes de réplication qui sont un peu communs. Et du coup, certaines molécules dont on sait qu'elles sont actives sur tel virus ARN, on peut imaginer qu'elles seront aussi actives. Et c'est un petit peu comme ça qu'on essaye. Mais a priori, on n'avait rien de spécifiquement actif contre cette molécule, puisque, comme l'avait été rappelé au début de l'épidémie Bruno Canard, il y a eu très peu de recherches sur les antiviraux contre les coronavirus, et c'est ce qu'on peut déplorer aujourd'hui. Et c'est un vaste débat, justement, que cette anticipation sur les antivirus. Tout à fait. Et cette question des moyens, des financements, on va y revenir juste après. Pour continuer sur la phase traitement, Florence Ader, vous dirigez un essai clinique qui s'appelle Discovery, qui suit ces principes-là. Pour introduire peut-être ma question, j'aimerais dire, c'est pas le premier des coronavirus auxquels on fait face, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est à partir de là que vous édictez une liste de molécules et de traitements qu'on pourrait mettre en place dans le cadre du Covid-19 ? Vous voulez dire par rapport aux autres coronavirus? Oui, en partie. C'est-à-dire qu'il y a des études in vitro ou même des essais en cours sur d'autres coronavirus et dont, bien sûr, on s'est, entre guillemets, inspiré. C'est-à-dire qu'on avait déjà certaines informations. Et après, il y a, dans le courant du mois de janvier, énormément de laboratoires qui ont mené des expérimentations in vitro essentiellement sur des cellules pour tester
des batteries de molécules qui sont des molécules antivirales, c'est-à-dire qui ont des propriétés d'action sur un certain nombre de virus, pour voir si effectivement un certain nombre de ces médicaments pouvaient être actifs également sur ce coronavirus, en reprenant un peu ce qu'a expliqué Sylvain précédemment. Et donc, c'est ce qu'on appelle des stratégies de repositionnement, parce que je rappelle qu'on était devant un virus qu'on ne connaissait pas. Et donc, un peu comme ce qui s'est passé, par exemple, avec le virus du VIH, quand le virus du VIH a émergé, nous n'avions pas de thérapeutique. Et donc, dans ces cas-là, on cherche dans ce qu'on a dans le tiroir, entre guillemets, on prend les vieilles molécules qui fonctionnent sur d'autres virus, et on mène d'abord des tests in vitro. Il y a aussi toute une batterie de tests expérimentaux qui ont été menés sur des modèles animaux. Et les résultats ont été disponibles. En gros, dans le mois de janvier, il y a eu quand même, compte tenu effectivement de la connaissance qu'on a eue rapide du virus, pas mal d'indications qui nous ont permis de retenir un certain nombre de molécules. L'Organisation mondiale de la santé a édicté une liste de molécules qui étaient éligibles à des approches d'essais cliniques. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est de ne pas tous partir dans tous les sens et de choisir chacun sa molécule, c'est d'essayer d'unir nos forces pour qu'un certain nombre de molécules soient priorisées parce qu'elles semblent avoir la meilleure activité in vitro sur les modèles animaux. Et à partir de là, on essaye de monter ces fameux essais, qui sont des essais prospectifs, randomisés. Randomisés, ça veut dire que quand un patient est éligible à être inclus dans le protocole, le bras de traitement dans lequel il va être inclus, et c'est une randomisation aléatoire, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui va choisir en disant le patient numéro 4 sera randomisé dans tel bras et pas dans tel autre. Et donc ça, c'est un moyen, quand on inclut énormément de patients, de lisser les différences entre les patients, c'est-à-dire qu'on inclut des patients qui sont d'âge différent, de sexe différent, avec des caractéristiques différentes. Et le principe étant d'inclure beaucoup de patients pour qu'à un moment, le nombre de patients dans chaque échantillon soit relativement finalement homogène ou le moins hétérogène possible pour pouvoir mener des comparaisons qui soient le plus fiables possible. Et donc cet essai Discovery, vous avez débuté au mois de mars, je crois. Combien de patients ont été intégrés? Quels molécules ont été testées? Quels résultats préliminaires vous avez? Et comment ça se concrétise aujourd'hui? Comment il se perpétue? En fait, c'est un essai qui a inclus actuellement, à hier soir, je crois qu'il y avait 1003 patients qui étaient inclus dans l'essai. C'est un essai qui a démarré, qui a été écrit entre le 28 février et le 6 mars, qui a été rédigé, qui a été soumis aux autorités compétentes le 6 mars et dont le premier patient a été inclus le dimanche 22 mars à 14h02 exactement. À l'hôpital Bichat à Paris à 14h03, le premier patient a été randomisé à Lyon. Il y a eu, les Lyonnais disent que c'est eux les premiers, les Parisiens disent que c'est eux les premiers, mais globalement décalage horaire après. Décalage horaire de 1 minute. Non, tout ça pour dire qu'en fait, la séquence temps, elle a été extrêmement rapide avec des fonds d'amorce qui ont été donnés par la DGOS, la Direction Générale de la Santé. Des facilitations au niveau des autorités compétentes, parce que tout ça, il faut comprendre qu'on ne peut pas inclure des patients dans un essai sans des réglementations extrêmement strictes. Et il faut vraiment se tenir à cette règle-là. Sinon, on décrédibilise totalement les recherches que l'on mène. Donc, on y tenait absolument. Donc, c'est vraiment un record d'avoir démarré à la toute fin du mois de février et d'inclure un patient 20 jours après, tout compris. C'est-à-dire financement, autorisation de l'Agence du médicament, tout compris, c'est assez remarquable. Et à partir de là, on a inclus dans 5 bras, ce qu'on appelle des bras, qui incluaient le bras dit standard of care. Alors le bras standard of care, c'est les traitements optimisés, d'accord, c'est-à-dire une prise en charge optimisée, mais sans médicaments antiviral, entre guillemets. C'est-à-dire, comme on ne sait pas si ces médicaments antiviraux sont efficaces, il faut bien un bras dit contrôle. Et le bras contrôle, c'est ce fameux bras standard of care. Voilà. Et puis 4 thérapeutiques. On assimile souvent au placebo, c'est ça? Alors, le placebo, c'est le fait de donner quelque chose qui ressemblerait aux médicaments,
Donc il y a une action avec le placebo qu'il n'y avait pas dans le bras standard of care. Là, c'est un essai ouvert. Le médecin était au courant dans quel bras était randomisé le patient. Et le placebo, c'est le fait de donner quelque chose au patient qui ressemble au médicament qu'on teste. D'accord ? C'est-à-dire on lui donne une gélule fictive qui est exactement la même forme et la même taille que le médicament testé. Il n'y avait pas de tromperie sur la marchandise pour... Non. C'est ça. Non, le patient et le médecin étaient informés du bras dans lequel on était. C'est ce qu'on appelle des essais ouverts, mais la randomisation, par contre, elle est aléatoire. C'est-à-dire le patient est randomisé, donc il va dans tel bras. Donc 4 molécules, dont une molécule qu'on utilise dans les infections chroniques à VIH. Cette molécule-là associée à ce qu'on appelle une cytokine qui s'appelle l'interféron bêta et l'hydroxychloroquine et une 4e molécule qui est testée dans un autre coronavirus qui s'appelle le MERS coronavirus et qui a été testée dans Ebola qui s'appelle le remdesivir. Voilà. Les laboratoires pharmaceutiques nous ont fourni gratuitement tous ces médicaments, toutes les thérapeutiques. Donc là aussi, dans le package des 20 jours, il y a eu la négociation avec les laboratoires pour obtenir, en période de confinement, l'acheminement des médicaments et après acheminer les médicaments dans les hôpitaux. Et voilà. Et donc actuellement, on n'est plus qu'avec 2 bras de traitement. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai oublié, ce qu'il faut préciser, même si c'est un peu compliqué, il faut faire cet effort de pédagogie. Il a été très important pour nous d'emblée d'être non seulement un essai français, mais d'être un essai français dans un effort international. Et cet essai a été inclus dans un consortium international piloté par l'OMS qui s'appelle Solidarity, de façon à ce que toutes les données recueillies des patients français puissent éventuellement être mises à disposition pour l'essai Solidarity. Alors pas toutes, puisque en fait l'essai Solidarity nous a demandé de leur donner de basculer 3 types d'informations, qui étaient la mortalité, qui était la durée d'hospitalisation et la façon dont on devait apporter de l'oxygène ou pas aux patients. Donc ces données ont toutes été versées dans le pot commun de ce fameux essai Solidarity. Et grâce à ces données obtenues avec les 27 autres pays qui sont dans l'essai Solidarity, à la fin du mois de juin, donc 22 mars, on démarre. Solidarity a démarré 3 jours avant. Donc mars, avril, mai, juin. À la fin du mois de juin, on avait arrêté 3 bras de traitement parce qu'on savait que sur ce critère dur, ce qu'on appelle un critère dur, c'est-à-dire un critère qui est extrêmement stringent de la mortalité, aucun de ces 3 médicaments qui ont été arrêtés n'avait d'impact et ne diminuait la mortalité. Voilà. Et donc actuellement, c'est un essai qui tourne avec 2 molécules, qui est la molécule, le remdesivir, qui est la molécule et toujours ce bras contrôle, et on va réimplémenter d'autres bras de traitement. Je pense que c'est important de parler de merci pour cet effort de pédagogie quand même, et de nous avoir plongé au cœur du principe d'un essai thérapeutique. C'est intéressant et important de le dire. Je voudrais faire le lien avec une autre forme de coordination, parce qu'on a beaucoup parlé de l'échelon local et national, mais il y a aussi l'échelon européen. Vous avez évoqué aussi l'échelon international avec l'OMS. Finalement, et encore hier soir sur une émission d'une chaîne tout à fait respectable que j'adore, j'entendais l'Union européenne de la santé est un échec et on le voit avec le coronavirus. Et j'ai quand même l'impression qu'avec les conversations que j'ai eues avec tous les 3 en préparant cette table ronde, que ce n'est pas vraiment vrai. Finalement, l'Europe et l'Union européenne ne s'en sortent pas si mal en termes de coordination. Je ne sais pas qui veut répondre sur cette partie-là. Moi, je veux bien dire un mot Oui. parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient extrêmement à cœur et je m'inscris totalement en faux. Quand on a démarré Discovery, qui est un nom anglophone pour un essai qui a démarré en France, non seulement on avait pour objectif de travailler avec l'OMS, mais notre objectif, bien sûr, secondaire, et qui est devenu actuellement prioritaire, c'était de monter un réseau européen qui permette de mettre sur pied une cellule de gestion des crises pour tout ce qui était pathogène émergent. Il n'existait rien à ce moment-là.
Et c'était d'emblée la vision qu'on avait à l'intérieur de l'essai, notamment avec Yazdan-Pana et la cellule Reacting et un certain nombre d'autres partenaires qui travaillaient avec nous, dont le service de virologie qui a été absolument critique dans le fait d'implémenter toutes les données qu'on a implémentées. Et ça n'est pas du tout un échec parce qu'en l'état actuel de la situation, on a obtenu une énorme bourse de la communauté européenne de 15,7 millions d'euros pour amener Discovery jusqu'à son terme. Et dans le cadre de cette grante européenne, enfin de cette bourse européenne, de monter ce fameux réseau qui va s'appeler EU Response. Et donc, on va faire la jonction entre Discovery 1.0 et EU Response qui sera du Discovery 2.0, qui va être le network européen, c'est-à-dire le réseau européen qui va inclure au début 13 puis 20 pays et qui va fonctionner de façon pérenne, c'est-à-dire que quand le Covid sera terminé, ce sera toujours présent et cette cellule fonctionnera désormais de façon pérenne pour le risque émergent et la gestion à l'échelle européenne du risque émergent. Et donc ça, c'est quelque chose effectivement qui a pris du temps. Yazdan-Pana avait fait un peu part de ses états d'âme dans le monde, je me souviens au mois de mai, en disant l'Europe c'est difficile. Je crois que c'était au mois de, je ne sais plus si c'était, j'ai perdu un peu la notion du temps, avril ou mai. L'Europe c'est difficile parce que oui, on a ramé. On a ramé, ça a été terriblement difficile, mais maintenant c'est parti et on ne s'arrêtera plus. Sylvain Bèze, Bruno Lina. Oui, je voudrais aussi abonder un petit peu dans le sens de Florence. Au moment de l'épidémie Ebola, l'Europe a aussi joué un rôle très très important pour fédérer des consortiums qui ont été très actifs sur le terrain, pour financer des essais cliniques tels qu'ils ont été réalisés là dans le cadre du Covid, qui avait été réalisé quasiment avec les mêmes molécules sur Ebola. Et tout ça, c'était financé par l'Union européenne, qui a débloqué énormément d'argent, des appels d'offres spécifiques. On a des consortiums pour la surveillance au niveau européen pour les fièvres hémorragiques. Donc non, au contraire, l'Europe est très très moteur. Et heureusement qu'il y a ce fonds-là, sinon je pense qu'on n'y arriverait pas, oui, effectivement. En fait, souvent, dans la perception de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, en fait, ce qui marche, c'est les liens que peuvent lier entre eux les différents partenaires qui sont les acteurs de terrain au niveau de l'Europe. Pour ce qui s'agit des virologues, en particulier dans le domaine de l'ensemble du réseau des centres nationaux de référence qui ont eu à prendre en charge le coronavirus, on s'est beaucoup parlé. On a des réunions téléphoniques extrêmement fréquentes qui sont avec l'égide de l'European CDC, mais aussi on a des discussions en tête-à-tête. On a des discussions en tête-à-tête aussi avec nos correspondants du comité scientifique en Grande-Bretagne, en Suisse. On va parler avec les Italiens, avec les Espagnols, avec les Hollandais. Donc il y a beaucoup d'échanges de fonds qui font qu'au bout du compte, on a à la fois un effort d'information et aussi d'évolution et de connaissances sur les techniques. Et il y a eu un éventail de techniques qui ont été testées, pour lesquelles on a beaucoup partagé d'informations. En revanche, si vous regardez ce qui se passe en termes de réponse politique à l'épidémie, là, il y a une hétérogénéité importante de réponse. Et c'est là où, en fait, on a le sentiment que l'image de l'Europe peut apparaître écornée, mais cette image, elle est beaucoup plus sur comment est-ce que tel ou tel pays ont réagi et ont structuré la réponse qu'ils ont pu faire, beaucoup plus de quel était l'effort commun qu'ont pu faire un certain nombre de cliniciens et de scientifiques pour apporter de la connaissance et permettre de mettre les pays dans de meilleures situations pour la gestion de l'épidémie après. Et on voit que aujourd'hui, ce qu'on appelle le standard of care, c'est-à-dire la prise en charge de base d'un patient, aujourd'hui, elle est à peu près homogène partout en Europe. Tout le monde fait la même chose. Et en fait, c'est un effort collectif qui est basé sur l'ensemble des données qui ont été générées par les uns et les autres, où on a vu sortir un certain nombre de mécanismes de prise en charge des patients qui permettaient d'améliorer la survie et qui a été partagé très rapidement. Et ça a permis aussi de structurer un effort de recherche. Et l'effort de recherche tel qu'il est aujourd'hui organisé au niveau de l'Europe, il est extrêmement fort, il est puissant et il va permettre d'apporter des réponses. Donc il y a sur certains aspects qui sont souvent beaucoup plus visibles un sentiment d'échec ou d'hétérogénéité, alors qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites conjointement. Et heureusement qu'on avait la puissance de l'Europe pour répondre à un certain nombre de questions.
C'est un vrai paradoxe, pour le coup anthropologique. On parlait de l'anthropologue tout à l'heure qui fait partie du Conseil, et je trouve que c'en est un. Ce vrai paradoxe qu'il y a entre une concertation, une habitude de travail internationalisé, mondialisé, commun entre des scientifiques qui savent le faire et qui le font tout le temps, crise ou pas, les dissonances politiques qu'il peut y avoir, mais qui sont liées aux politiques, voilà, et les moyens. Parce qu'on débloque des fonds à l'échelle de l'Europe, on débloque des milliards pour la recherche, comme il n'y en a jamais eu, par tous les biais politiques et institutionnels qui soient, quelle que soit l'échelle, depuis la commune jusqu'à l'OMS. Et pourtant, j'ai l'impression que ces moyens, en dehors de ce temps assez exceptionnel de la crise, n'ont jamais été trop conséquents sur la partie maladies infectieuses. J'ai pu lire des programmes de recherche qui étaient menés sur le SARS, le MERS, d'autres familles de coronavirus, avaient été arrêtés, et je parle au pluriel, plusieurs mois avant la crise pandémique. Qu'est-ce que ça nous dit en fait? Est-ce qu'on a besoin d'une crise pour réactiver des programmes comme ça? Est-ce que c'est durable ou pas? Question ouverte à tous les trois. Ouais, je peux commencer à donner des éléments de réponse. Hein. En pratique, une des difficultés vis-à-vis desquelles on est confronté, c'est que le temps des différents interlocuteurs de cette crise, ce ne sont pas du tout les mêmes. Et il y a le temps médiatique qui dure 24 heures. On y reviendra. Le temps politique qui dure parfois à peine plus longtemps que ça, et le temps de la science. Et nous, on ne peut pas générer des données en 24 heures. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc on est obligé de travailler sur du temps long. Et tu citais Bruno Canard, c'est typiquement le genre il fait, lui, de la recherche de très haute qualité dans le sud de la France, à Lumini. Mais il a besoin de temps, parce que s'il veut développer une nouvelle molécule antivirale, il va falloir qu'il échafaude des hypothèses, il va falloir qu'il teste des trucs, qu'il fasse des constructions de synthèse. Ça va prendre 2 ans, si tout va bien. Et si tout va bien. Donc, quand on explique à un politique qui est en train de faire le confinement de l'ensemble de la France que le traitement arrivera dans 2 ans, c'est inaudible pour lui. C'est pas possible. Il veut une réponse immédiate. Et ça, c'est là où on a eu la force d'essayer de faire ce qu'on appelle du repositionnement thérapeutique, qui était finalement qu'est-ce qu'on a dans nos tiroirs qu'on connaît, qu'on pourrait utiliser, qui nous permettra d'attendre d'avoir des vraies molécules qui sont très efficaces. Mais ces différents temps-là, c'est quelque chose qui pose un problème en termes de perception de où on en est, comment on avance et quelle est la logique de tout ça. Et la deuxième chose qui est super importante, c'est que ce virus, vous disiez, alors il a un petit peu moins de 11 mois, il en a à peine plus de 10, mais il y a 10 mois, personne ne le connaissait. Et maintenant, on nous demande de tout savoir sur ce virus. Et on considère que ça n'est pas normal qu'à un moment donné, on ne sache pas tout. Et il est clair qu'en mars, ce que l'on savait de ce virus n'est pas du tout ce que l'on sait aujourd'hui de ce virus et qui est encore moins bon ce qu'on saura en mars l'année prochaine. On a fait l'étymologie. Pour commencer, on va faire un peu de sémantique maintenant. Parce qu'on parle de course au vaccin. Qu'est-ce que ça signifie? Je trouve que sémantiquement, c'est lourd. Une course au vaccin, ça veut dire quoi? Qu'il y a une concurrence, ça veut dire qu'on court après le temps. Vous parliez de ces espaces-temps qui se confrontaient. Effectivement, je trouve que la science est prise entre le marteau et l'enclume, entre le temps politique, le temps médiatique et le temps long de la science, et qu'au milieu de tout ça, on a besoin d'entendre, on a besoin d'être rassurés, nous tous, qui sommes confrontés à cette crise. Voilà, comment est-ce qu'on négocie une course au vaccin telle que celle-ci, et à quel point on accepte que cette course aille à un rythme rapide? Voilà, entre le lièvre et la tortue, qu'est-ce qu'on accepte, quoi? Vas-y. C'est pour vous relancer. Vas-y. En fait, la course au vaccin, quand l'épidémie est là, c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement, un vaccin, c'est l'anticipation. Et un vaccin, normalement, un temps normal pour la synthèse et la mise en œuvre et la mise sur le marché d'un vaccin, c'est 15 ans. Et c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Donc là, évidemment, on est dans une situation très compliquée où on a besoin d'un vaccin, mais on n'a plus le temps de le faire. Donc voilà, moi, je voudrais dire qu'en fait, il faut vraiment changer notre façon de penser la recherche et la façon de la financer pour être plus dans l'anticipation. Oui. Et que ce soit pour les antiviraux ou pour les vaccins, d'être beaucoup plus prêt au moment où l'épidémie arrive. Je vais prendre un exemple, c'est celui d'Ebola, puisqu'en fait, au moment de l'épidémie d'Afrique de l'Ouest, on n'avait pas de vaccin contre Ebola. Et du coup, il y a eu énormément de
problème pour contrôler cette épidémie. Le vaccin avait commencé à être développé, non pas parce que des gens pensaient que c'était utile de développer un vaccin contre Ebola pour des problèmes de santé publique, mais simplement parce que le risque bioterroriste et les attentats du 11 septembre avaient créé un financement et un besoin de réponse, de contre-mesures contre ces agents qui étaient considérés comme des agents terroristes. Et du coup, un vaccin avait été développé, mais par ce biais-là, ce qui n'est pas forcément une bonne raison, et en tout cas, ce qui n'aurait pas été le cas en temps normal. Ce vaccin, aujourd'hui, a permis de contrôler une épidémie qui était très difficile à contrôler. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment anticiper. Alors évidemment, un vaccin, on n'anticipe pas contre un virus qu'on ne connaît pas. Par contre, si on avait développé des vaccins contre le premier SARS, peut-être qu'on aurait pu plus facilement et plus rapidement en développer un contre le nouveau corona, puisque les virus qui appartiennent à la même famille se contrôlent un petit peu de la même façon. Et c'est vrai aussi pour les antiviraux large spectre, où on aurait peut-être quelque chose de plus spécifique tout de suite et pas obligé de faire du repositionnement un peu hasardeux. D'autant plus que si je reprends un peu les propos de l'excellente conférence qu'il y avait ici hier soir, les zoonoses, ces nouvelles maladies émergentes qui on va dire, issues de la préemption de l'espace par les activités anthropiques, donc humaines, vont émerger de plus en plus souvent. Il va y en avoir de plus en plus souvent. Est-ce qu'il y a, avec cette crise-là, qui a quand même impacté beaucoup, un consensus au moins tacite sur le fait que, bon, ok, il va falloir que sur les maladies émergentes infectieuses, on mette plus de moyens? En fait, je crois qu'il faut qu'on comprenne, nos sociétés occidentales, qu'on n'a pas vaincu les maladies infectieuses. C'est un petit peu la notion que j'ai l'impression que les gens ont. Et du coup, là, voilà, d'être de nouveau sidéré parce qu'on doit faire face à un virus. Mais voilà, il faut qu'on comprenne que les maladies infectieuses, si on en a vaincu certaines, notamment les bactéries avec les antibiotiques, les virus émergents sont là et ils vont être de plus en plus présents. Et pour l'instant, on est très, très démunis pour lutter contre ces virus, puisqu'on n'a aucun antiviraux vraiment efficace contre ces virus aigus. On sait plus facilement peut-être traiter les virus chroniques, mais en tout cas, les virus aigus, on est très, très démunis. Florence Allaire. Juste d'un point de vue complètement pratique, si on y réfléchit, tout ça, c'est des micro-organismes vivants. Et nous, on évolue. On a des voitures de plus en plus rapides, on a des Thermomix à la maison, enfin bref. Eux aussi, ils évoluent. C'est bien logique, si vous voulez. Du coup, il ne faut pas avoir une vision statique des maladies infectieuses. Les maladies infectieuses, c'est l'interaction de nous, qui sommes des mammifères, voilà, et avec des micro-organismes qui sont en constante évolution et en constante adaptation comme nous. Donc l'idée, c'est pas finalement de vaincre, parce que on n'est plus dans l'anti ou dans le. Je pense que l'idée, c'est de contrôler. Et je rejoins totalement ce que dit Sylvain, c'est-à-dire la politique d'anticipation, elle passe par le fait que nous, on nous donne peut-être plus de moyens pour effectivement qu'on ne soit pas toujours en train de faire la course derrière le train qui est lancé à pleine vitesse. Mais c'est aussi à réfléchir comment on vit. Et donc ça pose des questions quand même. C'est-à-dire que ça va bien au-delà de les maladies infectieuses, c'est le nouveau péril émergent, ça y est, vous voyez. C'est aussi... On génère une situation et cette situation, il faut qu'on se positionne par rapport à ça, non seulement sur les moyens qu'on met pour contrôler, mais aussi notre mode de vie et ce qu'on est prêt à consentir à la modernité, entre guillemets, qui est de vivre avec ces périls émergents. Et est-ce que, Bruno Lina, vous voulez peut-être réagir, ou sinon je vous relance, mais je me demandais quand même, est-ce que nos modes d'organisation et de financement de la recherche, je prends l'exemple de la France, mais ça peut être autre chose, sont adaptés à justement cette réflexion du temps long, de vivre avec, de réorganiser tout ça et de ne pas courir après des financements quand la crise n'est pas en cours? Ouais, c'est à la fois, c'est très difficile de répondre à cette question. C'est très large, ça pourrait faire l'objet d'une conférence. Oui, parce qu'au bout du compte, le financement de la recherche en France, il a un budget qui est quand même très significatif. Il est considéré par beaucoup de chercheurs, dont éventuellement je peux faire partie de temps en temps, comme insuffisant, parce qu'en fait, on mélange dans les appels d'offres recherche souvent des choses qui sont un petit peu différentes. Il y a la recherche à finalité et le développement d'un vaccin. C'est de la recherche à finalité. Ouais. Et puis, il y a de la recherche de connaissances qui, a priori, n'a pas une finalité immédiate, mais en a à terme. Et elle est très importante, cette recherche-là aussi, parce que c'est ce qui nous permet d'augmenter le niveau de connaissance générale qu'on a sur les pathogènes, notamment dans le cadre des maladies infectieuses. Il y a des gens qui travaillent sur des interactions entre certaines protéines virales et certaines protéines cellulaires. L'objectif de cette connaissance n'est pas intuitivement quelque chose de fondamental au départ, alors que ça peut et ça va le devenir à un moment donné.
Donc c'est ça où il faut bien comprendre que quand on parle de recherche, on parle souvent de choses qui sont un petit peu différentes et qui se positionnent les unes à côté des autres. Et, et la partie difficile du financement de la recherche, c'est d'arriver à répartir de façon relativement homogène, de façon à ce qu'à la fois les différents champs de recherche soient couverts, et qu'à l'intérieur des différents champs de recherche, la recherche finalisée et la recherche non finalisée soient aussi couvertes. Et là, ça devient très compliqué, parce que malheureusement, il y a des gens qui nous piquent nos sous des maladies infectieuses. Non, c'est pour rire. Hein. Mais c'est souvent un peu comme ça que ça se passe, parce que finalement, c'est une lutte d'influence pour dire c'est finalement moi qui suis plus important que toi, donc c'est normal que j'ai plus de sous que toi. Alors, pour en revenir... Là, on parle de nivellement par le bas, quand même. Pas nécessairement, parce que la recherche... Alors, il y a vraiment un truc, il faut qu'on soit assez fiers de nous, quelque part. La recherche en France, elle est d'une qualité remarquable. Et en particulier, quand on regarde les moyens apportés à la recherche en France, et en comparaison d'autres pays qui sont des pays hyper producteurs de tas d'activités de recherche, on est beaucoup plus créatif, on est beaucoup plus performant, et là, on est clairement identifié comme étant des fournisseurs de données autour de la recherche, qui sont des données à la fois fiables, intéressantes, robustes, et qui servent à la communauté internationale. On fait de la bonne recherche. On fait de la bonne recherche. Elle pourrait peut-être être meilleure si on avait un peu plus de moyens, notamment en utilisant des outils un peu plus modernes que ceux qu'on a, mais on fait de la très bonne recherche. Je voulais juste revenir, si vous voulez bien, sur les vaccins. La question que vous posiez initialement, sur la rapidité des vaccins. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. Il y a une pression extrêmement forte pour arriver à fournir un vaccin. Tout simplement parce que la gestion de l'épidémie, sur le long terme, elle va se faire par la présence d'un vaccin. Et à partir du moment où on aura un vaccin qui nous permettra d'immuniser les gens, on va arrêter de parler d'immunité collective post-infectieuse pour être sur de l'immunité collective post-vaccinale, sans la maladie. Hein. Et c'est ça l'enjeu. Et ce que voudraient tous les politiques, j'en reviens au temps du politique, c'est qu'on commence demain. Hein. Je crois qu'il y a un président d'un grand pays qui a dit qu'il allait commencer à vacciner avant la fin du mois d'octobre. Donc, c'est la Russie là dont vous parlez ? Mais non, c'est irréaliste, c'est pas possible. D'abord, ce ne serait pas raisonnable, et deuxièmement, c'est irréaliste. La chose aussi pour le vaccin, c'est que la demande, c'est 7 milliards de personnes à immuniser. C'est important, ça, je trouve. Et on ne peut pas dire seulement certains pays, parce qu'il va y avoir des retours de flammes, forcément. Donc, il y a, dans le schéma de développement d'un vaccin, classiquement, il faut 15 ans. Aujourd'hui, on dit qu'il faut 15 mois. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord ? Alors, on peut faire se chevaucher un certain nombre de phases dans un développement des vaccins. Je ne veux pas rentrer là-dedans, ça serait trop compliqué. On peut clairement raccourcir le temps, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on collecte suffisamment de données pour être sûr que ce vaccin soit efficace, qu'on soit sûr qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on fait quand on vaccine quelqu'un, quel est le niveau d'immunisation qu'il obtient. Et derrière, il faut que ce vaccin il soit sûr, parce qu'il faut que les gens aient confiance dans cette vaccination. Or, très souvent, quand on a des discours qui disent « on va vite », on a l'impression que c'est bâclé. Alors non, c'est très différent de bâcler quelque chose et d'aller vite. Hein. On peut faire des choses très bien, très vite. Il y a des gens qui courent très bien, très vite. C'est pas bâclé. Métaphore, voilà. La recherche. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête, mais et ne pas avoir quand même des envies trop rapides. Enfin voilà. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur le vaccin, c'est qu'il faut aussi se positionner par rapport au rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire que la vaccination sera perçue par la population générale d'une façon peut-être différente que celle d'une maladie beaucoup plus grave pour la population générale. C'est sûr qu'un effet secondaire sur un vaccin pour cette pathologie sera peut-être sans doute beaucoup plus mal vécu que pour un vaccin, c'est par exemple contre le VIH ou je ne sais pas s'il existait. Donc il y a aussi ça où il faut être très prudent parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive à une situation où les gens refusent massivement le vaccin, comme on le voit aujourd'hui pour la rougeole, pour de fausses raisons. Et du coup, c'est vrai que voilà, c'est très compliqué à gérer aussi par rapport à ce type de pathologie, je pense. Je vous remercie de faire le lien avec la troisième partie. Je vois l'heure qui avance et on va prendre des questions après. Qui dit acceptabilité, dit aussi faire passer les messages. Les vecteurs d'information dans nos pays, souvent rassemblés sous le terme « les médias », jouent un rôle dans la crise pandémique actuelle.
il joue un rôle d'information, je pense que c'est indispensable, il faut qu'on sache à quoi s'en tenir aussi. Et il joue un rôle de médiatisation que je différencie bien particulièrement. On est 66 millions d'épidémiologistes, je ne sais plus à qui je discutais de ça, c'était avec vous, Bruno, au téléphone, les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu. Comment un vecteur d'information tel que ces médias-là, qui sont dans un espace-temps complètement ailleurs par rapport à la science, comment est-ce qu'en tant que scientifique, on deal avec ça? J'en veux pour exemple des scientifiques qui ont pris le parti de jouer le jeu médiatique, parfois avec brio, parfois moins. Voilà, quelle place la science elle a dans les médias, dans le cadre d'une crise comme ça? Vous avez été sur des plateaux, vous aussi, voilà, quel rapport vous avez à cette information-là? J'aimerais bien avoir votre avis à tous les trois et votre ressentiment plutôt. Science et médias, vous avez 2 heures. Alors moi, je voudrais juste dire quelque chose de très rapide, c'est que, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on ne donne plus le temps à l'information scientifique d'être validée comme c'était le cas avant avec la revue par les pairs et autres. Et toutes ces revues maintenant où on dépose ces publications avant qu'elles soient revues, je trouve ça très délétère puisque finalement on pâture des milliers d'articles qui sont évidemment pas validés. Et on a vu avec l'exemple de la chloroquine, un jour ça marche, le lendemain ça marche plus, le surlendemain ça remarche. Et voilà, il faut laisser le temps à la science d'être validée pour que les journalistes qui, eux, évidemment, prennent de l'information sans être spécialistes, ils prennent ce qu'ils ont à disposition. Et donc, il faut qu'ils aient de l'information fiable. Auparavant, ils prenaient les informations dans Nature Science, des revues tout à fait sur lesquelles on pouvait se fier. Aujourd'hui, voilà, l'information, elle est plus assez vérifiée à mon avis et ça pose des problèmes graves. Donc je pense qu'il y a ce premier souci-là qui est assez récent et qui à mon avis un problème. Et assez fondamental. Oui, le rôle des médias est fondamental. C'est-à-dire qu'on peut le critiquer parce qu'effectivement de temps en temps il y a un côté un peu sensationnaliste. C'est-à-dire moi je regarde les médias avec beaucoup à la fois d'intérêt et de suspicion. Parce que l'objectif d'un média, c'est de vendre son média. Parce que si personne regarde ou si personne lit, le média n'existe plus. Et donc, à un moment donné, il faut quand même, entre guillemets, vendre une histoire. Et en fonction de la nature du média tel qu'il est, intrinsèquement au départ, soit il va travailler pour vendre, entre guillemets, une information robuste, validée, prenant du temps. Et il y a un certain nombre de journalistes avec qui j'interagis qui sont souvent des interactions à plusieurs temps, où on échange, il y a un premier jeu de données, puis on se reparle, etc. Et ensuite, moi, je relis ce qui est écrit. Et ça, c'est très robuste. Et c'est vraiment de la communication type vulgarisation, en tout cas d'information relativement robuste vers le public. Et ça, c'est bien. Et puis après, vous savez, il y a les interviews en direct à la télévision, où on n'a jamais les questions à l'avance, ce qui est tout à fait normal. Mais de temps en temps, vous avez une question qui part en vrille et qui n'est pas à propos ou qui n'est pas dans votre champ de compétences. Et il faut parfois avoir l'humilité de dire qu'on ne sait pas. Et beaucoup de gens qui sont devant un micro, notamment quand c'est la première ou deuxième fois, ne peuvent pas dire ça. Donc ils sont pris dans un piège. Et puis après, il y a la troisième situation qui est parfois terrible, parfois extrêmement intéressante, c'est les débats. Et quand on est plusieurs autour de la table, selon que les personnes qui sont autour de la table sont des personnes avec des visions relativement constructives qui permettent d'élaborer des hypothèses et de dire qu'on n'est pas forcément d'accord, mais on n'est pas obligé de dire que celui qui n'est pas d'accord avec soi est un imbécile, eh bien, on arrive à faire justement réfléchir les gens de façon à ce que les spectateurs de ces médias puissent se faire une idée. Et c'est ça qui compte. En revanche, il y a des plateaux qui sont des plateaux polémistes qui n'ont aucun intérêt. Et en pratique, je refuse d'aller parce que ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est de passer la connaissance que l'on a avec les limites que l'on a, de façon à ce que derrière on soit cohérent dans la durée et que surtout on sache exactement, c'est pas un journaliste que je vais dire, mais qu'on sache exactement ce qu'on veut dire et à qui on veut le dire. Et ça, souvent, les gens qui sont interviewés l'oublient. Florence Ader.
Moi, dans le cadre de l'essai, parce que je suis un humble docteur d'hôpital, un rat d'hôpital d'ailleurs, je passe ma vie dans mon hôpital. Du coup, j'ai été confrontée à cette vague médiatique et je l'ai gérée à distance en fait. Et dans le cadre de l'essai, c'est vrai que quand l'essai a démarré, j'avais 10 personnes qui m'appelaient tous les jours pour que je passe à la télé le soir même pour donner les résultats. Donner les résultats, ça a duré 2 mois. Et j'étais invitée absolument partout. Et je ne suis pas passée à la télévision parce que j'avais une extrême défiance vis-à-vis de ce qu'on voulait me faire dire et de ce que, compte tenu de mon manque d'expérience, j'étais en danger. Je me sentais vraiment challengée par le fait de me retrouver dans un exercice de style que je ne connais pas. Autant je sais faire cours avec une audience d'étudiants et leur expliquer des choses assez complexes et dans la joie et la bonne humeur, mais je ne suis pas capable de passer aux 20h de TF1 et d'expliquer en 2 minutes, même pas 1 minute 30, ce que c'est qu'un essai randomisé et pourquoi il nous fallait un peu plus de temps pour conclure. Et ce qu'on essayait de faire, et que notre ambition, c'était d'être dans l'OMS, et puis c'était de monter un réseau européen, enfin tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure en plus d'1 minute 30. Et donc, et j'ai entendu des choses. Alors, moi, j'ai été complètement coupée du monde, j'ai vécu dans ma bulle parce que j'avais pas le temps. Alors, il faut voir aussi qu'il y a parfois certains médecins qu'on a pu voir à la télévision qui avaient le temps. Mais en tout cas, ceux qui étaient dans les hôpitaux avec les malades, je peux vous dire qu'ils n'avaient pas le temps. Donc, si vous n'avez pas vu, c'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils n'avaient pas le temps. Et donc, les autres, ils étaient sur les plateaux de télévision, pour certains. Et moi, je l'ai assez mal vécu. Et quand l'essai a été attaqué en disant c'est un échec, patati patata, machin, ça me fait mal aux tripes, quoi. Ça me fait mal aux tripes parce que, d'ailleurs, il y a des équipes extraordinaires qui ont bossé. Vous verriez les chefs de projet de l'INSERM, c'est des perles. J'ai jamais vu des gens aussi dévoués à leur métier. Il y a des gens qui ont travaillé jour et nuit. J'ai mal aux tripes. J'ai mal aux tripes quand j'entends que c'est un échec, parce que ça n'en est pas un. Ça va aboutir. Ça va donner des choses qui sont utiles à la communauté, qui sont utiles aux patients, et c'est ça qui compte. Et le reste, le temps médiatique, c'est-à-dire la googlisation de notre vie, c'est-à-dire je clique sur un truc et il faut que j'ai la réponse immédiatement, ça, c'est pas possible. Ça, c'est dans la vie rêvée des anges. Ça n'existe pas en science. C'est pas possible. Je vous remercie de votre sincérité. Pour compléter, j'imagine qu'avec Ebola, pour avoir un peu abordé le sujet dans le cadre d'une autre forme de médiation scientifique qu'on avait fait l'évoque, vous avez été confronté à ce même type de confrontation en médias. Comment vous l'aviez à ce moment-là vécu? Je l'ai plutôt bien vécu, parce qu'il faut savoir résister, c'est-à-dire résister, comme disait Bruno, aux journalistes qui veulent absolument faire la polémique ou le sensationnel. Donc voilà, il faut dire ce qu'on peut dire, ce qu'on sait dire. Il ne faut surtout pas s'exprimer sur les choses pour lesquelles on n'est pas spécialiste. Moi, depuis le début du Covid, j'ai plein de journalistes qui m'appellent parce qu'ils ont mon nom dans leur book depuis Ebola. Je dis toujours, non, moi je ne m'exprime pas sur le Covid, je ne connais pas le Covid. Donc voilà, je pense qu'il faut rester à sa place, être toujours vigilant, toujours prudent, et puis ça se passe plutôt bien, mais effectivement, on peut vite tomber dans un piège si on ne fait pas attention, oui. Les relations sciences et médias sont quand même je voudrais juste que les personnes qui sont là prennent soin d'écouter les journalistes poser les questions. Et il y a 4 mots qui reviennent, peut-être 3 ou 4. C'est peur, crainte, et puis après, tout ce qui découle de ça. Hein. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'épidémie prenne de l'ampleur? Est-ce que vous ne craignez pas que les effets secondaires du vaccin soient maximaux? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un échec? Voilà, 3e mot. Ou est-ce que... Enfin, il y a sans être trop prétentieux, non, ça va, je crois que je m'en sors bien, du coup. Il y a un champ sémantique qui terrorise dans les questions des journalistes. Et vous verrez, en fait, à chaque fois, je réponds, j'ai pas peur, je crains pas, etc. Parce que sinon, on reste calé sur ce mot, et c'est épouvantable. Donc, mais regardez, écoutez. Et n'ayez pas peur de poser les questions, parce que la parole est à vous, et peut-être qu'il y en aura qui apparaîtront sur mon petit écran pour les questions qui se sont posées sur Facebook. Et d'ici là, la parole est à vous. Alors, je vous invite à lever la main, essayez de vous lever et essayez de me parler assez fort pour que j'entende et que je retranscrive. Madame. Monsieur, pardon, je vois très mal, je suis désolé. Là, il y a des masques.
Pourquoi a-t-il été fait de façon ouverte? Concernant l'essai Discovery, pourquoi a-t-il été fait de façon ouverte? Monsieur, continuez. Un essai fermé, il y a le phénomène psychologique qui intervient, alors que là, si j'ai bien compris, les personnes qui vont rentrer dans un bras savent le produit qu'elles vont avoir. Tout à fait. Donc pourquoi voilà, les gens qui rentrent dans un bras ont un... Je suis désolé, je suis obligé de couper vos questions pour les retranscrire pour la version vidéo. Donc les gens qui rentrent dans un bras sont obligés de savoir et vous vous demandez pourquoi. C'est ça, monsieur? Il peut y avoir un essai fermé et Ferme. avec un essai fermé, vous avez l'effet psychologique qui agit, alors que quand la personne sait qu'elle a un placebo, Et l'effet psychologique n'agit pas de la même manière. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de placebo. Hein, il y avait, on sait juste que trop compliqué. Imaginez faire un essai en double aveugle avec un placebo. C'était absolument inenvisageable, compte tenu de la lourdeur que ça impliquait. Et c'était, dans le temps imparti, absolument impossible. Et on a considéré que le taux d'adhésion à la proposition de l'essai serait très important, ce qui a été le cas, hein, puisque quand on a été confiné le 17 mars, le 16-17 mars, et sur cette période-là, on incluait quasiment presque 200 patients par jour au pic de l'épidémie. Ça a été très très vite, et malheureusement après, malheureusement, je m'exprime mal, mais on est rentré dans une phase plateau très vite, et ce grâce au confinement. Et pour nous, il n'était pas envisageable de pouvoir monter quelque chose de trop lourd qui aurait pris 1 mois, 2 mois de plus à monter compte tenu des contraintes réglementaires. Et c'est le choix qu'on a fait avec beaucoup de pédagogie auprès des patients pour leur expliquer ce montage et ce choix méthodologique. Oui, juste pour compléter, dans une situation similaire 10 ans plus tôt, on avait tenté de monter un essai clinique et en fait, avec placebo, l'essai était prêt au moment où l'épidémie s'arrêtait. Donc c'était finalement la réalité de l'organisation d'un essai clinique dans un contexte d'urgence épidémique comme celui qu'on a vu, fait qu'on ne peut pas faire autre chose qu'un essai ouvert. Ce n'est pas possible. Sinon, vous arrivez après la fin de la première vague épidémique. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on aurait 12 patients inclus au lieu d'en avoir 1003. Et donc aucune information sur les bras qui sont fermés aujourd'hui, pour lesquels on sait qu'il n'y a pas d'effet thérapeutique. Donc on aurait pris du retard. C'est pour ça qu'on est obligé de faire comme ça. C'est un contexte particulier d'urgence dans une dynamique épidémique qui a un début et qui a une fin, et que quand c'est fini, on peut plus inclure de patients. Bon, c'est la réalité. Merci. D'autres questions? Oui, monsieur. Le taux de létalité actuel constaté sur la maladie. Alors, oui, en fait, on ne peut pas faire une réponse simple à ça. Je peux vous faire une réponse brute, entre, je dirais 0,3, 0,4%. Un peu plus, ouais. Seulement, si vous regardez les moins de 45 ans, c'est moins que ça. Et si vous regardez les plus de 70 ans, c'est 3%, et les plus de 80 ans, ça monte encore plus. Donc en fait, la létalité liée à cette infection virale n'est pas équivalente en fonction des tranches d'âge. Et en fonction de votre âge, il y a un tableau très clair, je crois qu'il a été publié récemment dans un des bulletins de crise sanitaire, où vous pouvez dire, parce qu'on fait des tranches de 10 ans, dans cette tranche de 10 ans, on sait quel est le taux de létalité. Et ça a du sens de travailler là-dessus, parce que si on fait une moyenne générale, effectivement, hein, il va y avoir quand même beaucoup de survivants. Hein. Beaucoup. Heureusement. Mais on considère, et là, vous savez, c'est une position du Conseil scientifique, c'est toute mort, quel que soit son âge, est inacceptable. On doit tout faire pour éviter tous les décès liés à ce virus, parce qu'on a potentiellement les moyens de tirer cette mortalité vers le bas. Et que si on a de nouveau des dizaines de milliers de morts, ce sera une faillite collective. Ce sera une faillite collective. C'est que tous, on n'aura pas fait ce qu'il était nécessaire de faire pour l'éviter. Quand on dit que la mortalité est différente en fonction de l'âge, il n'y a aucune tranche d'âge où la mortalité est nulle. Aucune. Il y a des morts dans toutes les tranches d'âge.
Et alors, quand on a un décès chez un gamin de 15 ans, c'est épouvantable. Hein, voilà. Donc, mais ça arrive, il y en a aussi, et même encore en ce moment. Donc voilà, je vous engage à aller regarder ce qui est publié par Santé publique France sur la mortalité par tranche d'âge. Il y a un site qui s'appelle Géode, sur lequel vous avez tous les chiffres au jour le jour. Vous tapez Géode Santé publique France, vous avez les chiffres qui sont accessibles à tous. Oui, madame. Sur la temporalité de la recherche, vous avez dit que la science a besoin d'un certain temps et qu'il nous faut 15 ans pour construire un vaccin. Est-ce que là, le fait que toute la recherche mondiale focus dessus, j'ai entendu dire qu'il y avait énormément de publications, il n'y avait jamais eu autant de publications scientifiques sur un même sujet. Est-ce que cette quantité de recherche fait qu'on peut espérer un temps plus court dans les aboutissements? Est-ce que la quantité de recherche en cours sur la Covid-19 peut nous faire espérer un raccourcissement du temps de production d'un vaccin? Je dirais oui et non, parce qu'évidemment, plus il y a de moyens, plus d'équipes qui travaillent, plus ça peut aller vite. D'un autre côté, ce type de recherches qui sont faites en masse, en urgence, fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en duplication par plein d'équipes, et du coup, il y a énormément d'énergie utilisée en pure perte. Donc c'est oui et non, quoi. Là encore, l'anticipation est bien plus rentable. Et l'investissement qu'on peut mettre dans la recherche fondamentale avant une crise rapporte énormément. Juste un chiffre, l'épidémie d'Ebola de 2014, 3 pays touchés, 65 milliards de dollars. Le coût de cette épidémie, 25 000 morts autres que Ebola dus à cette crise Ebola, pour 11 000 morts d'Ebola. Donc vous voyez, là aussi, toute la part de mortalité collatérale qu'on a au moment d'une épidémie, parce que les gens sont plus pris en charge, parce qu'on désorganise tout un tas de choses, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc là, l'anticipation, c'est vraiment un investissement. Et aujourd'hui, ce qu'on voit sur la recherche, plus de 170 candidats vaccins à l'étude en même temps, ça me paraît un peu déraisonnable. Et en tout cas, pas forcément utile, parce qu'il n'y en a que quelques-uns qui vont arriver en bout. Juste un mot aussi qui est très important, il y a la recherche académique d'un côté et la recherche industrielle de l'autre. Et donc, on dissocie bien les deux. Les objectifs de la recherche industrielle est pas tout à fait, est pas le même. Et effectivement, la recherche académique, c'est souvent plutôt la recherche lente, fondamentale, translationnelle, qui, entre guillemets, cogite et réfléchit, et à laquelle fait référence Sylvain, qui est totalement utile et qui prend du temps. Et puis, il y a la recherche industrielle qui met le paquet, entre guillemets, 170 candidats vaccins. Ça veut dire qu'ils font tous peu ou prou la même chose. Ils essayent en fait, c'est une mine d'or, quoi. Ils essayent de trouver le filon et de s'engouffrer dedans. Et là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est du business. Il y a des business plans. Et pourtant, il n'y a bien que cette Big Pharma qui est capable de produire la quantité de vaccins nécessaire. Oui, mais c'est ça l'ambiguïté de ce système. C'est ce système à double vitesse. Et la recherche académique a un rôle à jouer, mais elle fonctionne pas tout à fait toujours au même rythme que peut fonctionner la recherche industrielle. Oui, et puis je pense qu'il y a un élément de vigilance auquel aujourd'hui un certain nombre de personnes, en particulier les décideurs politiques, ont bien compris. C'est que pour faire des vaccins, il faut les produire. Pour les produire, il faut des usines. Ces usines, on ne peut pas les construire en 6 semaines. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur la base de l'offre et de la demande coronavirus va être extrêmement élevée et ça risque de mettre en péril un certain nombre d'autres politiques de vaccination où il va y avoir un effet de bascule de production opportuniste d'un vaccin coronavirus aux dépens d'autres vaccins. Parce que la puissance industrielle nécessaire pour fabriquer 7 milliards de vaccins, c'est plus que l'ensemble des structures existant actuellement. Donc il faudrait multiplier par 2 la capacité de production. Vous comprenez bien tout de suite la difficulté dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'il va y avoir une demande massive et je ne veux pas être dans la peau des industriels, ils vont se faire démolir parce que soit ils ne seront pas capables de produire, soit ils produiront aux dépens d'autres vaccins et ne seront plus capables de produire les autres vaccins. Donc de toute façon, pour eux, ça va être l'enfer. Et ça ne veut pas dire qu'il faut les plaindre, hein, parce que c'est quand même, comme ça a été dit, du business aussi, malgré tout aussi. Et d'autant plus qu'il y a une volonté politique pour laquelle il y a une pression extrêmement importante, c'est que l'accès à ce vaccin va être extrêmement simple. Hein. Le vaccin doit coûter moins de 2 € la dose. Donc vous voyez... Qui édicte cette règle du 2 €? Personne ne l'a dit.
C'est un certain nombre d'industriels qui se sont engagés à avoir des big pharma, des doses vaccinales pas chères. Il y a un côté un peu, enfin, je ne veux pas faire non plus, mais les vaccins innovants vont coûter beaucoup plus cher que ça. Bien sûr. Donc c'est aussi un message pour dire, nous, attention, on va être capable de fabriquer des vaccins qui seront bons, qui seront sûrs et qui seront beaucoup moins chers. Juste pour rebondir sur, j'ai un petit, en fait, il peut se passer ce qui s'est passé avec le VIH dans les années 90 du 1000, où la recherche VIH a concentré énormément d'énergie et de moyens. Et c'est formidable parce qu'en 30 ans, on a trouvé des solutions. Mais en revanche, là où on a payé le tribut, c'est sur la tuberculose et le palu. Et donc, il faut qu'on évite ça parce que même si on parlait tout à l'heure de la pression zoonotique qu'on a, on parle des périls virales, mais pour nous, en maladie infectieuse, il y a des périls émergents. Et c'est pour nous la maladie du 22e siècle, ça peut être la tuberculose, dans la mesure où elle a été abandonnée. Elle a été laissée elle a été, entre guillemets, la recherche a vraiment diminué au moment du VIH, et où ce phénomène de bascule a permis une avancée majeure dans le VIH et de perdre énormément de terrain dans le domaine de la tuberculose. Donc il faut qu'on évite qu'il se passe ce phénomène-là. J'avais 2 mains qui se levaient, je vous en prie. Choisissez. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de létalité, mortalité, mais il y a aussi des séquelles à long terme. Est-ce que vous pourriez nous en toucher quelques mots sur quelles sont ces séquelles et à peu près les taux qu'on peut observer chez les patients? Une question sur les séquelles long terme, la récurrence. Du post-Covid, oui. Alors, post-Covid. Il est extrêmement difficile de répondre à cette question, là aussi, parce que c'est une maladie qui a 11 mois, voire un peu moins pour nous, et qu'on en est au stade où, effectivement, les choses ne sont pas fixées. C'est-à-dire que le temps de la maladie aiguë peut générer un certain nombre de symptômes chroniques qui sont d'ordre neurologique, qui sont d'ordre respiratoire, qui sont d'ordre ORL. Enfin, mais le fait qu'on puisse décréter qu'un certain nombre de symptômes chroniques vont se pérenniser, être stabilisés dans le temps et faire l'objet d'une vraie entité, pour l'instant, ça me paraît difficile de conclure, sans là aussi semer la panique dans les populations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il ne faut pas céder encore à cette... c'est-à-dire, la sémiologie de la maladie, elle a été décrite en temps réel très vite. Et la sémiologie aiguë, la sémiologie, c'est-à-dire la description, la typologie de la maladie, et la typologie de la maladie chronique, si elle existe, et si ce n'est pas dû tout simplement à de la cicatrisation lente qui prend plusieurs semaines à quelques mois, elle n'est pas encore stabilisée. Et je n'ai pas très envie de répondre à cette question parce qu'effectivement, on m'entraîne dans un truc où je vais être obligée de probablement m'avancer médicalement, alors que je pense qu'on n'a pas encore les moyens de répondre à ça. On en revient au temps long de la recherche. On a le temps, il reste 2-3 minutes pour une dernière question, madame. Dans l'histoire des coronavirus, il y avait aussi le MERS et je crois le SRAS. Et donc je voulais savoir si, premièrement, si on avait trouvé des vaccins pour cela, puisqu'on en a pu parler aujourd'hui. Moi, personnellement, je n'en avais pas entendu parler avant la Covid-19. Et ensuite de ça, est-ce qu'on pourrait trouver des liens ou des similitudes dans les gestions de ces 2 précédents coronavirus avec l'actuel? Je reprends rapidement votre question. MERS et SRAS ont été 2 coronavirus qui ont émergé dans les décennies précédentes. Voilà, qu'est-ce qu'on retient de ces 2 maladies-là? Donc ces 3 coronavirus sont des coronavirus émergents qui sortent tous les 3 du réservoir animal qui est la chauve-souris. Ces 3 virus ont un hôte intermédiaire avant de passer chez l'homme. Il a été identifié pour le SRAS, c'est la civette. Il a été identifié pour le MERS, c'est le dromadaire ou le chameau. Il n'a pas été identifié pour le SARS-CoV-2 parce qu'il y a une hypothèse que c'était le pangolin, mais a priori cette hypothèse ne tient pas. Donc on ne sait pas quel est l'hôte intermédiaire. Ces virus, ils sont comportés un petit peu différemment parce que les 2 premiers, le SARS et le MERS, sont des virus qui n'infectent pas les voies aériennes supérieures. Ils n'infectent que les voies aériennes inférieures. Et donc, en termes de chaîne de transmission, ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui veut dire qu'on est capable de maîtriser le risque des infections des voies aériennes inférieures beaucoup plus facilement qu'une transmission aérienne telle qu'on le voit
avec le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 a eu très vraisemblablement par rapport aux deux autres virus une évolution on ne sait pas où elle a eu lieu, probablement par recombinaison génétique, lui permettant d'être plus facilement transmis à l'homme et d'utiliser un des récepteurs qui est présent dans la voie aérienne supérieure. Donc c'est là où la dynamique évolutive des deux groupes de virus est très différente. Le MERS et le SRAS se ressemblent, le SARS-CoV-2 est différent. Il y a eu des essais de vaccins, de développement de vaccins, mais ça a été évoqué, ça a été tout arrêté il y a quelques mois. Malgré tout, on a quelques données d'immunologie qui sont intéressantes et qui sont recyclées. Et on avait des données sur les traitements aussi qui avaient commencé à être générées, mais qui étaient parcellaires et qu'on a essayé de recycler, mais c'était très limité. Donc c'est là où on rejoint un petit peu la discussion qu'on avait avant sur le temps long de la recherche et surtout de la durabilité de la recherche financée. Si on dit aujourd'hui, on fait de la recherche sur le SARS-CoV-2, ça semble une évidence. Quelle sera cette évidence dans 10 ans? Or, c'est le temps. Le SRAS, c'était 2003, donc c'était il y a 17 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut accepter de maintenir de la recherche pendant 17 ans sans qu'il ne se passe rien. Alors qu'il y a de la pression pour faire de la recherche dans d'autres domaines. Donc c'est quand même pas très compliqué. Mais voilà, j'espère avoir répondu au moins en partie à la question. Je vous remercie. On est obligé de nous arrêter là. Je suis désolé pour les quelques questions qui auraient pu rester en suspens. J'espère malgré tout que vous avez apprécié la qualité, tout autant que moi en tout cas, la qualité des propos de nos invités, que je vous invite à applaudir. Vous applaudissez parce que voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cet événement. 2-3 petits détails techniques. Il y a une projection qui suit. J'ai oublié le titre, désolé. Malgré tout, j'ai un petit prompteur et c'est assez particulier d'avoir un prompteur devant soi. Et je vais le faire avec une voix robotique parce que j'ai toujours. Voilà, nous demandons à tout le monde de quitter la salle afin de procéder à des installations techniques. Donc, je vous remercie pour ceux qui ont un billet pour la prochaine projection de juste sortir. Vous re-rentrerez après. Ça va jouer dans les 5 minutes qui suivent. Et aux autres, très bonne fin de journée et merci beaucoup. Merci.